Bienvenue à tous. Vous êtes très nombreux, on est très contents. Nous allons passer 1 heure ensemble pour parler des voies antiques de l'ADN. Ce n'est seulement que depuis les années 2000, début 2000, que le premier génome humain a été séquencé en entier. Et c'était un exploit parce que ça a demandé plus d'1 décennie de travail. Alors aujourd'hui, les techniques, elles ont beaucoup évolué et on séquence très vite finalement le génome humain. Ça a permis de faire un bond dans des recherches pour, par exemple, des maladies génétiques, mais également dans l'étude de ce qu'on appelle l'ADN ancien. De nombreuses découvertes en ont découlé. De même, nous savons par exemple qu'aujourd'hui, il y a eu des croisements entre Sapiens et Néandertal. Et dans le monde végétal, l'accès au génome a permis de retracer les populations fondatrices des plantes cultivées aujourd'hui. Pour voyager dans le temps à travers l'ADN, j'ai avec moi, juste à ma droite, Guy-Franck Richard, qui est directeur de recherche à l'Institut Pasteur. Il dirige une équipe au sein de l'unité du CNRS génétique des génomes. Ses recherches portent sur la stabilité et l'évolution des séquences d'ADN répétées chez les organismes eucaryotes. Début 2021, il publie Modification et réécriture des génomes aux éditions ISTE. À côté, nous avons Jérémy Cloteau, qui est maître de conférences en génétique à l'Université d'Angers depuis 2011. Il s'intéresse à la génétique des populations et à l'évolution moléculaire. Ses activités actuelles à l'IRHS le mènent à étudier l'évolution des rosiers, de la recherche des contributeurs sauvages à la compréhension de la quête utopique de la sélection des rosiers cultivés. Il interroge la notion d'hybride, de mutant et de clone. Nous avons Karim Sib-Tayeb. Il a longtemps été chercheur en biologie des cellules souches pour des organismes publics tels que l'IRSEM, le Medical College of Wisconsin et le CHU de Nantes, par exemple. Depuis plusieurs mois, il s'est reconverti dans un métier tout aussi passionnant, celui de l'imaginaire. Il tient la librairie Ludique Portail à Nantes. Donc, on va avoir de quoi discuter avec ces 3 scientifiques. Et pour commencer cette question sur les voies antiques de l'ADN, moi j'aurais aimé que vous nous expliquiez qu'est-ce que exactement l'ADN ancien et peut-être quelques techniques qui permettent de comparer cet ADN avec d'autres ADN. Je vais essayer. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'ADN ancien, hein, c'est de l'ADN déjà, une séquence de A, C, G et T, qui a la particularité d'avoir été récupéré à partir d'organismes qui ne sont pas des organismes actuels, hein, qui sont des organismes passés, qui peuvent effectivement être des organismes qui ont vécu il y a jusqu'à des centaines de milliers d'années, jusqu'à des organismes qui peuvent être quand même plus récents, hein, qui sont effectivement morts, mais qui peuvent être des organismes qui étaient présents il y a 10 ans, voilà, ça, il y a au niveau de la temporalité. Ce qu'on peut dire aussi sur l'ADN ancien, c'est que aussi où est-ce qu'on peut le trouver, a priori ça peut être intéressant. C'est quelque chose qu'on peut récupérer de différents types d'organismes, hein. Bon, évidemment on pense surtout aux animaux, hein. On peut imaginer en trouver au niveau des squelettes. On peut aussi en trouver au niveau des excréments fossilisés, ce qu'on appelle des coprolites, et qui sont assez intéressants aussi parce qu'ils permettent non seulement de trouver de l'ADN de l'organisme qui a produit ces excréments, mais aussi d'avoir des informations sur qu'est-ce que ces organismes ont eu comme régime alimentaire. Donc c'est quand même d'en savoir aussi un peu plus sur leurs habitudes alimentaires. On peut en trouver même dans les coquilles d'œufs, les plumes chez les oiseaux. On peut en trouver, je réfléchis également, dans différents. Alors pour ce qui concerne les plantes notamment, hein, donc c'est parfois considéré comme plus difficile parce que les organes de plantes vont peut-être dans certains cas plus facilement se dégrader. On peut trouver quand même des feuilles pour lesquelles on peut récupérer de l'ADN, et notamment c'est vrai que sur des aspects de temps plus courts, hein, il y a un intérêt sur les aspects d'herbier pour lesquels on peut trouver
On peut récupérer de l'ADN aussi sur des herbiers, donc là évidemment sur une échelle de temps plus récente pour comprendre des événements, notamment au cours des siècles passés. Je ne sais pas si vous voulez compléter après. Ouais, je vais juste rajouter, bonjour tout le monde, juste rajouter quelque chose sur les restes humains. En fait, il y a une partie qui est extrêmement intéressante pour les généticiens, c'est la dent, les dents. Pour la raison suivante, les dents sont donc vivantes, donc on peut récupérer l'ADN de l'homme à qui ces dents ont appartenu et le séquencer. Mais si cet homme ou cette femme a été infecté par une bactérie, par exemple, on peut trouver trace de cette infection bactérienne dans la pulpe dentaire et également, en plus de tout ça, dans le tartre des dents, on trouve en fait des restes alimentaires de végétaux et d'animaux qui ont été donc ingérés par cet être humain. Et donc on peut reconstituer son régime alimentaire. Et ça a été fait pour des néandertaliens qui vivaient en Belgique et dans le sud de l'Espagne. On a donc pu reconstituer leur régime alimentaire grâce à ça et savoir qu'un d'entre eux était apparemment atteint d'une maladie parodontaire et de carie due à la présence d'une bactérie qu'on trouve fréquemment associée à ce genre de maladie. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, c'est que l'ADN ancien va donner une espèce de photographie de l'état du génome de différentes espèces qu'on va avoir à différentes étapes temporelles. Et donc ça va permettre aussi de commencer à réaliser des extrapolations pour l'évolution du génome à travers ces différentes espèces ou des spéciations spécifiques. Et tout ça, c'est, comme tu l'as dit Agathe, c'est lié à des bons dans l'analyse et dans le séquençage, notamment donc, le fait que le séquençage en lui-même, le premier séquençage du génome humain a pris un effort considérable de plusieurs équipes dans le monde pour pouvoir arriver à cet événement un peu grandiose quand même. C'est la lecture qui n'était pas complète à l'époque, qui s'est précisée par la suite. Mais ensuite, donc il y a eu des développements qui permettent de réaliser ces analyses à très très haut débit et des outils surtout autour de ça pour l'analyse du génome. Et c'est là où ça devient assez incroyable, c'est l'utilisation des outils bioinformatiques pour permettre des reconstructions, des analyses rapides d'un nombre de données énormes et donc de commencer à avoir une espèce de cartographie de nos génomes des différentes espèces à notre temps actuel et de commencer à pouvoir, à partir de ça, réfléchir à comment ce génome a évolué et à travers quelles étapes il est passé et donc l'utilisation du génome ancien pour répondre à ces questions. Et quelles sont les grandes phases d'évolution des génomes ? Comment évoluent ces génomes ? Vous avez 1 heure. Non, on a moins d'1 heure. Sur les aspects évolution des génomes, ces génomes en fait vont évoluer selon ce qu'on appelle les forces évolutives, hein, qui sont au nombre de 4, hein, les mutations, la migration, la sélection et la dérive génétique. Donc le principe, c'est qu'on a à l'origine un génome et on va avoir un génome donc, qui correspond à l'ADN qui va devoir être répliqué pour être multiplié pour avoir de nouvelles cellules, que ce soit pour construire un organisme ou également pour produire des gamètes. Et le principe, c'est qu'on a des erreurs de ces événements de réplication qui induisent des mutations. Et voilà, donc c'est un premier facteur d'évolution de génome, c'est l'apparition de mutations qui peuvent être à différentes échelles, je veux dire de manière très ponctuelle, une modification d'un nucléotide à CGT par un autre, ou alors des aspects beaucoup plus larges qui sont à l'échelle des chromosomes. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. Après, ces mutations, une fois qu'elles apparaissent, eh bien, il faut voir quelles en sont les conséquences. On peut avoir des mutations qui, dans la plupart des cas, vont avoir aucune conséquence, mais d'autres qui peuvent avoir des conséquences soit positives, soit négatives. Donc en général, si l'impact sur la survie de l'individu ou sur sa capacité à se reproduire est négative, en général, cette nouvelle version
du gène qu'on appelle un allèle va disparaître dans la plupart des cas. Dans certains cas beaucoup plus rares, il y a un avantage apporté par cet allèle, donc qui va être sélectionné et qui va augmenter en fréquence potentiellement dans la population. Et il y a tout un nombre de cas où effectivement il n'y a pas d'impact et auquel cas la nouvelle mutation va évoluer dans la population selon une force évolutive qu'on appelle la dérive génétique, hein, qui est une force évolutive qui va reposer sur le hasard et qui va faire, c'est un peu comme quand vous jouez à pile ou face, vous avez une chance sur deux d'avoir pile et une chance sur deux d'avoir face. Si vous jouez 10 fois, vous avez effectivement en moyenne 5 piles, 5 faces, mais vous augmentez vos risques de vous éloigner de cette proportion de moitié-moitié par rapport à si vous jouez 1000 fois. C'est exactement pareil avec l'évolution des génomes qui dépendent aussi de manière importante de la taille des populations. À savoir que si on a une population qui est plus petite, effectivement, cet effet de dérive est plus important. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles certaines populations sont en danger et risquent de s'éteindre justement par réduction génétique, notamment sur des gènes importants, et donc l'apparition de potentiellement de maladies, etc. Et on a cette dernière force évolutive qui correspond à la migration. Migration qu'il faut entendre pas d'un point de vue démographique, mais migration d'un point de vue génétique, hein, qui va correspondre au fait qu'on a des populations d'individus qui sont en fait des groupes d'individus qui vont plus souvent se reproduire les uns avec les autres, et pour lequel les ancêtres c'était pareil, et donc ils vont présenter des propriétés génétiques assez similaires, des fréquences alléliques assez identiques. Et il y a des cas où malgré tout il y a quand même des échanges entre ces populations. C'est vrai qu'on parlait de cet exemple de Néandertal et d'humains aussi. On peut considérer que c'est deux grosses populations qui effectivement peuvent de manière plus rare échanger des allèles et apporter une autre source d'allèles dans une population où l'allèle n'existait pas jusqu'à présent. Donc c'est ces différentes forces évolutives qui généralement, globalement, on va dire, vont influencer l'évolution de ces génomes. Ces populations de manière générale, après sur des aspects de génome, je ne sais pas si... Oui, non, mais je n'ai pas grand-chose à rajouter. Juste une chose effectivement qui est importante et qui était, à mon sens importante et qui était complètement sous-estimée jusqu'à il y a une dizaine d'années, c'est la capacité d'espèces différentes à s'hybrider entre elles et à avoir une descendance fertile. En fait, c'était connu depuis très longtemps par les botanistes. Depuis le milieu du XXe siècle, tout le monde savait que les espèces de plantes proches s'hybridaient entre elles et avaient une descendance fertile. Donc les botanistes ont écrit des tas de livres là-dessus, mais dans le monde animal, en fait, bien qu'il y ait des exemples de ça dans la nature, on sait que les lions et les tigres peuvent s'hybrider, avoir une descendance fertile, certaines espèces d'oiseaux, certains papillons, l'ourson polaire et le grizzly font pareil. C'était considéré dans le monde animal comme des exceptions et un peu comme des cas un peu particuliers qui n'intéressaient pas beaucoup les généticiens du monde animal. Et en fait, il y a une quinzaine d'années maintenant, 12-13 ans, il a été découvert évidemment qu'il y a eu des hybridations ancestrales entre des espèces humaines, donc l'Homo sapiens et l'homme de Néandertal, dont la descendance a été fertile et a colonisé le monde. Et également, cet hybride sapiens-Néandertal s'est lui-même à nouveau hybridé avec un autre homme, l'homme de Denisova, et ils ont eu une descendance fertile de la même façon. Et donc le fait que notre propre espèce puisse s'hybrider avec des espèces qui étaient considérées comme séparées et que nous sommes maintenant les descendants de ces hybridations entre sapiens et Néandertal, ça a été vraiment un énorme pavé dans la mare en fait. Et on a pris conscience à ce moment-là que les hybridations interspécifiques, donc ce qu'on appelle les hybridations entre des espèces différentes, les hybridations interspécifiques étaient en fait la règle plus que l'exception dans le vivant. Les champignons et les levures font ça. On a des tas d'exemples dans la levure de bière, celle qui fabrique la bière et le vin à l'heure actuelle est un hybride, enfin une succession de plusieurs hybrides qui a donné naissance à la levure moderne qu'on utilise en brasserie et en viticulture. Donc les êtres humains, les animaux, les plantes. Si vous vivez dans la même niche écologique et que vous n'êtes pas trop éloigné en termes de physiologie de votre voisin, vous pouvez vous reproduire et vous hybrider avec lui. Et ça a vraiment complètement changé notre vision du vivant depuis donc une douzaine d'années.
Et aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est que sans vouloir aller chercher dans l'ADN ancien, juste en ayant une vision un peu du monde du vivant, on se rend compte des différences de l'état du génome, donc les différents types de génomes. Alors évidemment, l'ADN, on le connaît sous les 4 bases ATGC, mais il y a la façon dont ces bases s'organisent. En fait, si on prend le monde des prokaryotes avec les bactéries, on va avoir une organisation souvent en ADN circulaire qui va être, qui sera pas séparée de l'ensemble de l'intérieur de la cellule. Donc les interactions vont être différentes. Si on va chez les eucaryotes évoluer, on a une organisation en chromosomes avec des structures très spécifiques qui vont agencer l'ADN, lui donner une topologie, et que cette topologie va être très très importante pour la régulation de l'expression de gènes. Et puis entre les deux, on peut trouver des archébactéries, donc des archées, en fait, qui ont été longtemps pris pour des bactéries, mais en fait, l'organisation du génome lui-même est différente. Donc on est un peu entre les deux. On a toujours l'absence de séparation du noyau avec le cytoplasme, mais le système de transcription d'ADN et d'organisation sont plus proches des eucaryotes que des prokaryotes. Et en faisant un petit peu de biblio, je suis tombé sur un papier qui a été déposé au mois de juillet par une équipe californienne. Donc le papier n'a pas encore été reviewé, donc il devrait être publié bientôt dans un journal scientifique. Et en fait, ce papier décrit donc une étude qui avait été faite sur des organismes dans des zones humides en Californie. Et parmi ces organismes, donc, il y avait des archées avec une structure génomique inconnue, donc qui est en train d'être analysée et qui se trouve être un brin d'ADN qui peut aller jusqu'à 1 million de bases, donc à peu près un tiers du chromosome principal de l'archébactérie, qui n'est pas lié au génome de l'archébactérie, qui apparemment serait en dehors, et que les auteurs ont appelé des Borg, pour faire référence dans Star Trek aux Borg, qui sont une espèce c'est pas une civilisation, mais c'est des robots androïdes qui sont tous reliés par une conscience unique. Et à chaque fois qu'un des robots va assimiler une connaissance, il va la partager à tout le monde. Et puis ils vont évoluer assez rapidement comme ça. Et donc selon les auteurs, ce serait un mécanisme lié à ça, où ce brin d'ADN porte des informations qui sont récoltées ailleurs et qui vont servir à l'archébactérie, et qui pourrait peut-être être, alors ça c'est très hypothétique, une forme d'évolution un peu à mi-chemin de ce qui a donné les mitochondries chez nous. Donc cet organite très spécifique qui est appliqué dans l'utilisation de l'énergie. Donc du coup, il y a l'évolution des génomes, en fait, on peut la voir à différents stades maintenant, et elle n'est pas finie, et ça continue, et l'ADN ancien va amener d'autres réponses pour expliquer comment cette évolution se réalise et vers où on va. J'ai trop envie de lire cet article. Et je me demandais, donc là on a parlé pas mal de l'ADN ancien, mais par rapport à l'ADN actuel, comment, grâce à les techniques qu'on a pour séquencer, on arrive à pouvoir découvrir le passé des individus par rapport à leur ADN d'aujourd'hui? Oui, un exemple sur quelque chose que j'avais effectivement fait dans le passé, par exemple, c'était il y a une dizaine d'années, je travaillais à l'Institut de recherche pour le développement à Montpellier, et je m'étais intéressé aux aspects de domestication d'une plante qui s'appelle le mil, donc une plante assez importante parce que c'est une des rares plantes qui peut pousser dans le Sahel, et on s'était intéressé à essayer de documenter sa domestication. Donc comme toute plante cultivée, c'est une plante donc, qui a une apparenté sauvage, et dans laquelle il y avait eu des travaux par des agriculteurs de l'époque, donc ça on était il y a un peu plus de 4000 ans, des agriculteurs qui effectivement avaient commencé à utiliser des plantes sauvages qui présentaient certaines des caractéristiques qui étaient intéressantes, avec de la variation
sur ces plantes, et notamment c'est vrai que sur des céréales de ce type, une des premières choses importantes, c'est les aspects de ce qu'on appelle la déhiscence du grain à maturité, c'est-à-dire le fait que la graine va rester sur l'épi ou va tomber au sol à maturité, et ce qui est quand même plus facile pour la récolter et pour conserver également les qualités des graines, que les graines restent sur cet épi. C'est un caractère qui est délétère, on va dire, pour les plantes sauvages. C'est-à-dire qu'une plante sauvage assure sa descendance en se disséminant, donc elle a tout intérêt à avoir des caractéristiques qui permettent effectivement cette dissémination, et c'est un caractère qui va à l'encontre de la volonté humaine de pouvoir avoir facilement une ressource accessible. Donc on peut imaginer que c'est un des caractères qui avait été utilisé, etc. Bon. Donc il y a ce processus de domestication qui nous intéressait beaucoup, et sans forcément, on n'avait pas d'ADN ancien, hein, on a juste travaillé en fait sur les populations de mille sauvages et cultivées. On avait étudié une trentaine de plantes, c'était pas forcément d'ailleurs très énorme. Maintenant, je pense qu'on ferait beaucoup mieux. Et on avait simplement, en étudiant sa diversité génétique avec les différentes forces évolutives que j'ai présentées avant, vu qu'on comprend comment l'évolution peut arriver, on est capable de la modéliser, c'est-à-dire de la simuler, c'est-à-dire qu'on est capable, connaissant certains modèles, et donc on avait testé différents modèles d'une population ancestrale qui va diverger en deux populations, une qui correspond aux milles cultivés, une qui correspond aux milles sauvages, avec certains modèles pour lesquels on allait avoir possibilité de croisement entre les deux ou pas, avec certains modèles qui allaient considérer que la phase de domestication était plus ou moins longue ou plus ou moins courte. Et sachant ces différents modèles qui reposent sur des hypothèses biologiques qu'on peut avoir, on est capable d'utiliser des logiciels. Donc il y a une part informatique assez importante derrière ces aspects de biologie qui sont capables de simuler ces modèles. Et on va être capable de pouvoir simuler des jeux de données, des millions de jeux de données qui vont être des données théoriques qui dépendent de ces modèles. Et après, tout le jeu, ça va être de comparer la réalité, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on observe réellement sur le terrain au niveau de cette espèce, avec les données simulées, et de repérer les données simulées qui vont se rapprocher le plus des données observées. Et donc, si on a été capable, avec un modèle, de pouvoir obtenir des données qui sont proches des données observées, on peut considérer que ce modèle n'est peut-être pas si faux que ça. En tout cas, c'est une bonne piste. Même si parfois différents modèles peuvent aboutir au même résultat. Donc ça, c'est un aspect plus basé sur les simulations. Après, pour répondre à la question, sans forcément avoir des informations sur l'ADN ancien, j'avais en tête un travail qui avait été fait il y a je crois, 2-3 ans, qui s'était basé sur un cas historique assez intéressant, qui était en fait un esclave d'origine africaine. Donc son père était d'origine européenne et sa mère était d'origine africaine, qui était né aux Antilles et qui s'était retrouvé comme esclave au Danemark, et qui avait à un moment donné réussi à s'échapper, et qui avait émigré en Islande. Et voilà, l'Islande, c'est un pays assez fermé du monde quand même, qui a été fondé au niveau des populations par les Vikings assez récemment, et donc avec des propriétés génétiques qui sont assez, on va dire, assez restreintes en termes de diversité. Et donc c'était probablement une des premières personnes de peau de couleur noire qui arrivait dans le pays. Et donc la particularité génétique de cette population islandaise fait que d'un point de vue, ils sont extrêmement étudiés d'un point de vue génétique, pour notamment rechercher les gènes qui sont impliqués dans certaines maladies génétiques. Et donc, il y a une base de données qui est gigantesque, hein, qui représente le tiers de la population islandaise, dans laquelle il y a des informations génétiques disponibles. Et donc, il y avait des chercheurs qui avaient essayé d'exploiter ces informations génétiques pour retrouver les descendants de cet ancien esclave qui avait eu 2 enfants. Donc là, on est au début, on est au tout début des années 1800. Et ils ont dû retrouver plus de 160 individus qui étaient des descendants de cet ancien esclave d'origine africaine. Et ils se sont mis en tête de rechercher la part maternelle, donc la part d'origine africaine, de cet individu à travers les génomes de ses descendants. Et ils ont été capables de retracer
je crois que c'était, si je ne me trompe pas, 38% du génome de la lignée maternelle de cet individu, juste en se basant sur ses descendants, voilà, donc 200 ans plus tard. Bon. Et ça marche effectivement si on connaît, voilà, c'est sur la base de la généalogie de cet individu. Oui, alors en fait, pour compléter un peu sur un autre domaine, on ne peut connaître les génomes modernes qu'en séquençant les génomes anciens. Je m'explique. Le génome humain a donc été séquencé, son premier brouillon en 2001, la séquence définitive entre guillemets en 2004, et à cette époque-là, on avait la séquence du génome de l'Homo sapiens. Et on ne savait pas que dans ce génome, il y avait des bouts qui venaient d'humains, d'autres êtres humains, puisque c'était le seul génome d'êtres humains qu'on avait à notre disposition. Et donc finalement, comme le génome de Néandertal a été séquencé quelques années plus tard, on a découvert à ce moment-là qu'on avait des bouts d'ADN de Néandertal dans notre génome. Et on ne pouvait pas s'en rendre compte sans avoir séquencé l'ADN de Néandertal, de la même manière qu'on ne pouvait pas savoir qu'on avait de l'ADN d'homme de Denisova avant de tomber sur un homme de Denisova et de le séquencer. Donc on ne peut lire dans l'ADN que ce qu'on connaît en quelque sorte. Et c'est vrai aussi pour les autres organismes qui sont hybridés, dont je parlais tout à l'heure des levures en particulier. Avant la séquence du génome humain, il y a eu la séquence du génome de la levure de Bière, Saccharomyces cerevisiae, qui a été publiée en 1996, donc plusieurs années avant le génome humain. J'ai eu la chance de participer à cette grande aventure. Et on avait la séquence d'une levure. Et on a découvert des années plus tard, en séquençant d'autres levures, qu'en fait cette levure, Saccharomyces cerevisiae, était un hybride qui s'était croisé avec d'autres levures auparavant. Donc en fait, on ne peut comprendre vraiment le contenu des génomes modernes qu'en séquençant les génomes anciens. Et donc voilà pourquoi c'est important aussi de séquencer les génomes anciens. Pour rebondir sur ce que disait Jérémy, effectivement, il y a un type de travail maintenant qui est qualifié d'épidémiologie génétique, qui consiste à travers l'analyse des populations et puis des descendants, et de combiner ça avec la migration ou la situation géographique, d'essayer de remonter sur les origines ou je dirais pas la propagation, mais la façon dont évolue un marqueur en particulier lié à une maladie, et d'essayer de mieux comprendre le type de population à risque pour telle ou telle maladie qui aurait une composante génétique, et voilà. Et donc là, on parle d'ADN ancien, et je me demandais jusqu'à quel millénaire on peut séquencer cet ADN à un moment donné, avec les échantillons qu'on doit avoir. Eh bien, peut-être qu'ils ont été ils sont trop vieux, ou ils ont été altérés. Donc jusqu'où on peut aller? Je crois qu'il y a une étude assez récente qui veut faire revivre le mammouth. Donc on pourrait peut-être refaire revivre le mammouth. Donc là, on parle de l'ADN ancien pour aller dans l'ADN du futur, pour recréer une espèce disparue. Donc, voilà, je vous donne Alors, si je ne me trompe pas, je crois que le plus vieux génome qu'on a actuellement d'ADN, donc issu d'ADN ancien, c'est un cheval canadien qui doit avoir aux alentours de 700 000 ans. Voilà. Donc on n'est pas allé plus loin. C'était un travail auquel avait participé Ludovic Orlando de Toulouse, qui est un grand spécialiste français d'ADN ancien. Et c'est vrai qu'on est quand même limité au niveau temporel par le fait que l'ADN se dégrade, et parfois il se dégrade quand même assez vite, et parfois il peut persister beaucoup plus longtemps. Donc l'environnement est assez important au niveau de la conservation de cet ADN, et le fait est que tout ce qui va concerner des environnements qui sont plutôt froids ou qui sont plutôt secs vont en général être plus propices à la conservation, ce qui va expliquer pourquoi on trouve dans le permafrost justement des mammouths laineux et d'autres espèces. Et c'est pour ça que on parlait du canadien, du cheval canadien. Donc c'est également des éléments assez propices. Et il y a des cas où c'est effectivement beaucoup moins propice. C'est pour ça que on a probablement beaucoup moins de génomes qui correspondent à des individus, par exemple africains. Au niveau de l'évolution humaine également, on a découvert sur ces dernières années
différentes espèces sur des îles, notamment entre l'Asie et l'Océanie, hein, donc au niveau de l'île de Luçon et de l'île, je ne sais plus si je vais m'en souvenir, de Florès. Et en fait, on a découvert des ossements, hein, des squelettes, mais on n'a pas été capable jusqu'à présent de pouvoir réussir à extraire cet ADN parce que c'est pas effectivement propice pour la conservation de cet ADN. Donc c'est vrai qu'on est limité et je pense qu'on peut considérer que récupérer l'ADN plus ancien qu'1 million d'années, c'est probablement assez compliqué. C'est assez compliqué. Après, pour rebondir aussi sur, je ne sais pas si c'est bon d'en parler, mais par rapport au mammouth, parce qu'il y avait une question sur le mammouth laineux également, sur refaire revivre le mammouth laineux. Bon, il y a plusieurs éléments, mais c'est vrai que ça nécessiterait de pouvoir réussir à récupérer également des cellules qui soient viables. Le principe, c'est qu'on pourrait réussir à ressusciter le mammouth laineux si on était capable de pouvoir récupérer un noyau de cellules de mammouth pour effectivement le transférer ensuite dans une cellule type ovule d'éléphante, qui permettrait ensuite de pouvoir aboutir à une gestation qui serait menée à son terme et espérer avoir un mammouth. Donc, avoir de l'ADN, on va dire, qui permettent de faire du séquençage de génome, c'est possible. C'est dégradé souvent, mais on réussit quand même à avoir de l'ADN de meilleure qualité dans certaines conditions. Après, avoir une cellule suffisamment conservée pour pouvoir envisager ça, c'est une autre paire de manches et c'est probablement plus compliqué. Oui, alors pour rebondir sur ce que tu viens de dire, donc en fait, comme Jérémy l'a dit, l'ADN se casse avec le temps. Un tas de réactions chimiques qui se produisent et donc finalement les bouts qu'on récupère et qu'on arrive à séquencer à l'heure actuelle de l'ADN ancien sont des bouts qui font environ 25 bases, hein, donc les bases c'est ATCG, 25 bases, et en fait on en séquence des centaines et des centaines de millions. Et donc parmi ces centaines de millions de morceaux de 25 lettres, si vous voulez, on arrive à reconstituer le puzzle parce qu'on trouve des morceaux qui sont communs. Et avec le temps, le problème, c'est que cette taille diminue et on ne peut pas descendre en dessous d'une certaine taille, on ne peut pas travailler avec des morceaux d'ADN qui feraient 10 ou 12 bases, 10 ou 12 lettres, parce que même en séquençant des milliards, on n'arrivera pas à reconstituer le génome. Donc ça, c'est une limite physique qui est due aux propriétés chimiques de l'ADN qui se dégradent avec le temps. Et effectivement, Ludovic Orlando avait le record jusqu'à il y a quelques années du plus vieil animal, enfin du plus vieil ADN séquencé, qui est effectivement un cheval de 700 000 ans, mais ce record a été battu avec le mammouth. Car le mammouth qui a été retrouvé dans le permafrost, hein, donc en Sibérie, dans la glace, était en fait vieux d'1,6 million d'années. Donc, et Ludovic d'ailleurs écrit un News and Views dans un journal prestigieux pour dire qu'il était très content que ce record a été battu. Mais on estime néanmoins que la limite physique, même dans le permafrost, sera difficile de séquencer quelque chose qui est plus vieux de 2 millions d'années. Donc on est un peu limité par ça. Pour vous donner un ordre de grandeur, 2 millions d'années, ce sont les premiers êtres humains, les Homo habilis. Voilà, c'est à peu près ça. On serait théoriquement capable de remonter jusque-là avec les techniques actuelles. Mais évidemment, dans une conférence sur la science-fiction, on peut imaginer que d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans, les techniques évoluent. Donc voilà, donc les premiers êtres humains, Homo habilis, c'est 2 millions d'années. Et pour vous donner une autre référence qui peut vous intéresser, les dinosaures, l'extinction des dinosaures, donc le météore qui a amené a priori l'extinction des dinosaures, c'est il y a 66 millions d'années. D'accord ? Donc à l'heure actuelle, avec les technologies actuelles, il est absolument impossible de séquencer de l'ADN de dinosaures. Voilà. Et voilà. Désolé. Voilà, grande déception pour tout le monde. Mais sur l'histoire du mammouth, c'est très intéressant aussi parce qu'en fait, le projet de recréer un mammouth, c'est un projet qui a été initié par George Church, qui est un grand chercheur américain qui travaille à Harvard et qui fait beaucoup de choses sur les génomes. Et outre les problèmes technologiques que ça pose aussi un problème éthique, parce que réimplanter une cellule avec un noyau d'ADN de mammouth dans une éléphante moderne, est-ce que l'éléphante y survivrait ?
Donc ça, c'est loin d'être sûr. Et donc ça pose évidemment un problème éthique important. Et Church suggère de développer des systèmes d'utérus artificiels pour recréer ce genre d'êtres vivants disparus. Mais bon, ça c'est pour l'instant encore du domaine de la science-fiction, évidemment. Alors on rejoint les cuvaxolotes de Dune. Eh bien, le temps file, en votre bonne compagnie, le temps file. Donc, si parmi vous, dans le public, vous avez des questions, d'accord, je vois des questions. Je crois qu'il y a des micros. J'en ai un ici. Donc, je vais vous le faire passer. Bonjour. Moi, je me demandais, quand vous parlez d'ADN, vous parlez toujours des bases ACGT. Je me demandais si on avait eu à un moment, il a fallu arriver à ces bases-là. Est-ce qu'on a eu est-ce qu'il y a des prémices d'autres systèmes qui auraient existé sur un ADN un peu différent de ce qu'on connaît maintenant ou pas ? Alors, en fait, il y a un article. Alors, c'est connu depuis très longtemps chez les bactériophages, qui sont des virus de bactéries, donc ils s'attaquent uniquement aux bactéries. Certains bactériophages ont un alphabet légèrement différent. Ils possèdent une base A qui est modifiée et qu'on ne trouve que dans le génome de ces phages. De aminopurine. Et en fait, on savait que cet ADN modifié était présent chez ces phages, mais c'est très très récemment qu'on a découvert que la voie métabolique a été découverte, et ça a été publié cette année dans la revue Science, dans 2 articles dans la revue Science. Et donc voilà, il y a certains phages effectivement qui utilisent un alphabet légèrement différent. Donc ça, c'est pour ce qu'on trouve dans la nature. Mais maintenant, il y a des chercheurs qui s'orientent, qui essaient de développer des bases différentes pour avoir un alphabet qui soit plus riche que celui qui a été inventé par la nature. Mais ça, ce sont des choses qui sont vraiment en développement, début de développement dans les laboratoires. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Moi, j'avais 2 questions. Est-ce que c'est possible ou une seule, ça dépend du temps. Tentez, posez les 2. La première question, c'est celle de la fin de la conférence, c'est par rapport à la Sibérie. Je voulais savoir si les cellules souches du vivant venaient plutôt de Sibérie, puisque vous avez trouvé les premiers mammouths, ou plutôt de l'Afrique. Alors, excusez-moi avec le masque. Vous avez parlé de la Sibérie, que vous avez retrouvé des cellules. Est-ce que les cellules viennent de la Sibérie, par exemple Sibérie, ou plutôt de l'Afrique, parce qu'on a retrouvé des humanoïdes en Afrique, c'était les débuts des humains a priori, mais est-ce qu'on viendrait plutôt des sites de la Sibérie en termes de continent? C'est le mammouth qui a été retrouvé dans le permafrost sibérien. À ma connaissance, on n'a pas retrouvé d'être humain, de reste d'être humain dans le permafrost, mais je ne crois pas. Il n'y a pas de lien. Pas à ma connaissance. Mais oui, tous les êtres humains viennent d'Afrique, ça c'est vrai. Oui, ils sont sortis d'Afrique il y a environ 50 000 ans, les Homo sapiens. Et là, effectivement, comme ça a été dit, ils se sont hybridés au Néandertal, et c'est cet hybride Néandertal-sapiens qui a peuplé entièrement la planète. Est-ce qu'on a tout retrouvé, ou est-ce qu'il est possible qu'on retrouve autre chose? C'est grand, la Sibérie. Deuxième question, c'était par rapport aux mutations. Est-ce que quelqu'un qui aurait... ici, là, les gens, on est des descendants d'humains, et il y a des mutations climatiques. Est-ce que dans la génétique que nous possédons, il y a des gens qui auraient une génétique plus résistante à un changement atmosphérique, et donc il y a une interaction entre l'ADN qu'on porte chacun ici et le contact avec le monde extérieur? Ça, par essence, ça fait partie de l'évolution du génome qui, quoi qu'il arrive, est influencé par l'environnement. Donc,
où il va y avoir des différences interindividuelles vis-à-vis de l'environnement, clairement. Après, est-ce que sur des conditions extrêmes, un type de la population va être plus résistant que d'autres? Là, je pense que ça peut... On peut rebondir aussi là-dessus pour évoquer, toujours sur cette histoire d'hybridation entre ce qu'on appelle les hommes archaïques et puis notre espèce Homo sapiens, l'apport de certains ADN de ses cousins, notamment les Denisoviens qui avaient été évoqués, qui sont plutôt une espèce qui vivait en Asie et pour lequel on a retrouvé, paradoxalement, on a été plus capable de connaître d'abord son génome avant d'avoir un squelette entier. Et ce qui a été identifié, c'est que les Tibétains, donc, qui ont des adaptations particulières, parce que la moyenne de latitude du Tibet, je pense qu'on est aux alentours de 5000 mètres. Donc c'est quand même assez élevé. Ça pose des questions après en termes de disons de santé, parce que on n'est pas naturellement habitué à vivre aussi haut, notamment par rapport au taux de globules rouges, etc. Et on compense en général en ayant justement un taux de globules rouges assez élevé, ce qui n'est pas forcément très bon pour la santé. Je pense à l'histoire de viscosité du sang, etc. Enfin, notamment les accouchements se passent en général moins bien quand vous êtes un Européen, par exemple, qui accouche, une Européenne qui accouche effectivement au Tibet. Il y a des proportions de risque à l'accouchement qui sont plus élevées. Ce qui n'ont pas les Tibétains. Donc il y a vraiment une adaptation des Tibétains. Et le gène en question a été identifié, ce gène d'adaptation, et l'allèle des Tibétains, la version de ce gène, on l'a retrouvé dans les bases de données uniquement dans les restes dans les séquences qui correspondaient à ces Denisoviens. Donc, ce qui veut dire que ces hybridations hommes modernes avec Denisoviens ont peut-être pu avoir un avantage ici. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on s'est aperçu il n'y a pas si longtemps que ça que les Denisoviens, semble-t-il, étaient aussi présents au Tibet. Donc est-ce que déjà cet allèle-là a été utilisé pour l'adaptation à ces hautes altitudes? C'est pas impossible, je ne sais pas si c'est réellement prouvé. Et un autre endroit aussi où il y a des conditions environnementales un peu particulières, c'est là où vivent les Inuits. Et là aussi, on a certains ADN d'hommes archaïques aussi qui ont été retrouvés comme étant associés à cette tolérance à ces climats très froids, notamment en lien avec les tissus adipeux, donc qui permettent la protection par rapport au froid. Voilà, donc on a parfois, en termes d'adaptation aussi, des avantages avec ces gènes d'origine archaïque, ce qui ne veut pas forcément dire que tout était bon, parce que on a quand même une grosse partie du génome issu de ces hybridations qui ont disparu. Ça veut dire qu'effectivement, il y a peut-être une partie de ces génomes qui n'était pas forcément... Alors, soit c'est par hasard, soit parce que tout ce qui avait été apporté par nos ancêtres néandertaliens et denisoviens, pour certains, n'était pas forcément bénéfique. C'est vrai qu'on était déjà à l'époque où ces premiers croisements ont eu lieu entre Néandertal et puis Homo sapiens, sur une période où déjà les populations de Néandertaliens diminuaient, ce qui pouvait aussi avoir un impact sur l'accumulation de certaines mutations délétères dans leur génome, ce qui fait que entre une séquence on va dire de Homo sapiens avec des grandes populations et des séquences de Néandertaliens, ça a pu aussi avoir un impact sur ça. Alors, il y a eu dans la presse, là, il n'y a pas très longtemps, cet aspect en lien avec ce pourquoi vous portez un masque. Avec le Covid-19 et le lien de certaines personnes qui seraient plus proches du Néandertal et qui seraient donc plus sensibles au Covid-19. Oui. Mais il y a eu aussi l'inverse. C'est-à-dire que paradoxalement, parce qu'ils ont identifié, je crois que c'est la même équipe d'ailleurs, qui a identifié des déterminants qui allaient prédisposer à des formes plus graves, je pense, et qui sont présents en fait sur deux chromosomes différents, 3 et 12 de mémoire. 3 pour les formes plus graves, oui. C'est ça. Et sur l'autre chromosome, au contraire, c'est un avantage à porter l'allèle provenant de Néandertal qui ferait qu'on serait plus résistant. Voilà. Oui, effectivement, c'est un morceau de 30 kilobases, donc de 30 000 bases d'ADN qui nous vient de Néandertal, effectivement sur le chromosome 3, et qui rend plus sensible aux formes graves du Covid-19. Et ce segment d'ADN de 30 kb est présent à 40% dans la population d'Asie, sud de l'Asie,
et 8% dans la population européenne et 4% dans la population américaine. Donc là, on voit que, en fonction de l'origine génétique, de l'ascendance génétique, on va être plus ou moins sensible à ce virus. Voilà. Et d'une manière générale, l'interaction entre les génomes et les pathogènes sont très étudiées. C'est un sujet d'étude actuel très important. Et on travaille beaucoup là-dessus parce qu'on se rend compte que d'une population à une autre, la sensibilité aux pathogènes est très différente et que cette sensibilité est en grande partie codée par le génome. Alors, on a encore le temps pour une question. Bon, peut-être deux. Peut-être deux si elles sont rapides. Bonjour. C'est une question assez générale pour mieux comprendre le fonctionnement de l'ADN. Il me semble qu'un des plus vieux êtres vivants sur Terre, c'est un arbre qui a 10 000 ans à peu près. Et je me demandais si on peut savoir si l'ADN de cet arbre il a évolué, puisqu'on parle d'Antiquité. C'est un arbre qui, lui, a connu l'Antiquité. Donc, voilà. C'est une bonne question. Si l'ADN de l'arbre a évolué en tant qu'individu lui-même, le fait est que cet individu est multicellulaire et donc est susceptible de pouvoir renfermer des mutations entre ces différents organes. Donc on a effectivement, faut imaginer un arbre qui a une durée de vie aussi longue comme en fait différentes branches quelque part qui proviendraient d'un type cellulaire qui à un moment donné avait des propriétés génétiques et donc l'ensemble des cellules qui découlent de ce type cellulaire vont effectivement avoir ces propriétés génétiques. Donc oui, on peut considérer qu'en tout cas, il y a des études qui ont été faites et qui comparent le génome en fait du même individu, mais sur différentes parties de l'individu, et pour lequel on se rend compte qu'il y a des différences. Après, ces différences, est-ce qu'elles ont un impact? Est-ce que du coup, on peut imaginer qu'il y a certaines mutations qui vont faire que la cellule va pas être capable de se diviser, quelque part, les lignées cellulaires sont un peu en compétition les unes avec les autres aussi, peut-être, hein, et celles qui vont pousser simplement, qui vont donner de nouveaux organes, c'est celles qui sont avantagées. Donc, oui, probablement. Hein, en tout cas, oui, on peut considérer que il y a des mutations qui apparaissent à l'intérieur des individus. On en a aussi malheureusement l'expérience avec les cancers sur les humains. Mais oui, en tout cas pour cet arbre, il a dû évoluer à travers ça. Oui. Toute dernière question. Oui, ici. Merci pour votre intervention. Vous avez parlé de 4 types d'évolution, de modification de l'ADN. Je voulais savoir quel était le rôle de l'épigénétique là-dedans, et est-ce que depuis l'avènement de l'Homo erectus, quel était son rôle dans cet impact épigénétique, et est-ce que l'accélération de notre activité ne va pas trop vite pour que justement le reste des animaux ou des plantes évoluent suffisamment vite pour survivre? Vous avez 5 minutes. Non, une minute. Non, mais bon, oui, l'épigénétique, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais c'est effectivement c'est ce qui vient se greffer sur le génome et qui modifie l'expression des gènes. Donc ça, c'est évidemment extrêmement important. C'est très étudié dans les espèces humaines modernes. On ne peut pas vraiment étudier ça chez les espèces humaines disparues. Mais oui, ça c'est fondamental. Et en plus de l'épigénétique, tous les êtres vivants sont en fait des symbiontes. Nous avons à l'intérieur du corps et à la surface de la peau plus de bactéries qui vivent que de cellules. Et nous sommes en interaction continue avec ces bactéries, avec ces génomes bactériens. Donc en fait, les êtres humains sont à la fois complexes, le reflet des êtres passés qui sont hybridés, et en même temps en interaction avec d'autres êtres vivants, des bactéries, des virus. Voilà, et c'est tout ça qui fait un être vivant. Donc c'est assez compliqué en fait, un être vivant. Voilà.